CNews. Philippe de Villiers, vous avez voulu commencer par un autre événement. C'était pourtant une soirée caritative qui faisait la promotion du bien. Plusieurs collectifs, associations, syndicats de gauche, d'extrême gauche, d'ultra-gauche ont manifesté devant la célèbre salle parisienne à l'occasion du gala caritatif cofondé par Pierre-Édouard Stérin. Et je voulais commencer par cette information de la nuit du bien commun qui a été évacuée, mis sous le tapis par les médias et les responsables politiques. Pourtant, vous avez des tirs de mortier, vous avez des policiers qui ont été blessés et vous avez une enquête qui est ouverte. Ça s'est passé hier soir. C'est rare qu'on fasse ça, mais pour que tous les téléspectateurs aient les informations principales, je vous propose de regarder le sujet et d'écouter le sujet d'Anaïs Baucher. Des tirs de mortier, suivis par des fumigènes. Hier soir, près de 350 manifestants se sont rassemblés au pied des Folies Bergères, le célèbre cabaret parisien. Objectif, protester contre la tenue d'un gala de charité appelé la Nuit du bien commun. Le concept de cet événement est simple, collecter des dons au profit d'associations humanitaires, sociales et patrimoniales. Quand ils deviennent adultes et responsables, nos inquiétudes s'estompent. Inclusion de personnes en situation de handicap ou atteinte d'autisme, vacances pour les personnes défavorisées. Les causes présentées sont multiples et les donateurs nombreux à s'être déplacés malgré les manifestations. C'est un événement qui est complètement apolitique et qui est fait pour soutenir des associations qui viennent qui ont plein de projets différents. C'est important d'aller soutenir ces gens, de montrer qu'on est là, qu'il y a des donateurs qui sont présents pour eux, il y a des jeunes qui s'engagent. C'est des dons qui sont privés et l'État n'a plus l'argent, donc les dons privés sont utiles. Les manifestants reprochent à Pierre-Édouard Stérin, cofondateur du projet, d'instrumentaliser l'événement pour servir un projet politique. S'il reste un mécène de l'événement, le milliardaire a décidé de quitter le conseil d'administration du gala cet été. Insuffisant pour les manifestants, malgré la neutralité du gala plaidée par les organisateurs. Il y a une cristallisation qui s'opère en ce moment. On sent que les élections municipales approchent, que les présidentielles approchent. On est totalement apolitique et inconfessionnel dans notre événement puisqu'on a soutenu 550 associations très diverses. Mais il se trouve que certains veulent nous prêter des intentions politiques. Malgré les violences, l'événement cette année a permis de collecter 8 millions d'euros. Un montant total qui s'élève à 28 millions depuis sa création en 2017. Geoffroy Lejeune. Elliot l'a dit, c'est une soirée caritative. Il y avait 1500 personnes aux Folies Bergères. Moi, j'ai regardé sur CNews Prime, c'était magnifique. Et pourtant, des tirs de mortier, des manifestations d'ultra-gauche. Philippe, selon vous, pourquoi ce silence politique et médiatique ? C'est la synthèse, vous avez raison de me poser cette question, c'est la synthèse de ce qu'est la gauche aujourd'hui. Elle répond à la phrase de Faust, Méphisto, « Je suis l'esprit qui toujours nie ». La gauche nie la négation. Elle nie le réel, elle nie l'idéal qui n'est pas le sien, qui n'est pas son réel, qui n'est pas son idéal. Elle nie. De quoi s'agit-il ? D'une manifestation de la gratuité par excellence. La gratuité pour ceux qui n'ont rien, pour des associations. Et donc, il y a des gens qui donnent de l'argent à des associations. On est dans la donation, on est dans l'oblation. C'est la soirée oblative par excellence. Il n'y a aucun calcul. Il n'y a aucune notion d'appât ou d'appétit. C'est la grandeur humaine par excellence. Moi, je connais bien la Nuit du bien commun, depuis longtemps. Ce sont des gens remarquables qui dirigent cette association. Et je vais même parler de Pierre-Édouard Stérin, puisque personne n'en parle jamais. Moi, je le connais très bien. C'est un homme remarquable. Qu'est-ce qu'il a fait, Pierre-Édouard Stérin ? Il a réussi. Et un jour, je me souviens très bien, on a pris un pot, c'était Gare Saint-Lazare, près de la Gare Saint-Lazare, et il me dit, de toute façon, quand j'aurai fini de travailler, dans 5 ans, il était tout jeune à l'époque, et que j'aurais amassé de l'argent, cet argent, je vais le donner. Je vais le donner à tous ceux qui conservent la vie intime de la France. Par exemple, les associations de handicapés, etc. Et c'est ce qu'il a fait. Et donc, qu'est-ce qu'on lui reproche d'avoir fait ce qu'il a dit ? C'est-à-dire qu'en fait, la gauche, elle n'aime pas les gens qui ont de l'argent, elle n'aime pas les gens qui donnent de l'argent, elle n'aime pas les gens qui gagnent de l'argent. Elle aime bien les gens qui perdent de l'argent, par exemple Madame Ernotte. Mais je vais au fond des choses.
Parce qu'avec mon expérience associative, humanitaire, culturelle, je sais ce que c'est que de déranger le poulailler. C'est-à-dire que la gauche, elle ne supporte pas l'humanitaire, parce que c'est la seule habilité à exercer dans la société la générosité, à incarner la générosité. On ne peut pas être de droite et être généreux. Deuxièmement, la gauche, elle incarne l'associatif. Vous ne pouvez pas être un associatif à but non lucratif de droite. Troisièmement, la gauche, elle incarne la culture, le culturel. Parce que pour créer, il faut être de gauche. On voit la création de gauche dans sa stérilité aujourd'hui. Voilà. Eh bien, la nuit du bien commun incarne le contraire. Elle incarne l'humanitaire, elle incarne le culturel, elle incarne l'associatif, apolitique. Apolitique. Je suis témoin que les associations qui sont aidées, elles sont apolitiques. Et ce qui dérange la gauche aujourd'hui, c'est que se forment et se reforment par capillarité, par scissiparité, des tissus conjonctifs d'une France qui ne veut pas mourir. Justement, vous parlez d'entreprendre, de créer. Il y a quelques semaines de cela, vous proposiez, Philippe de Villiers, sur ce plateau, une ode à l'entrepreneur créateur. Il s'avère d'ailleurs que c'était dans votre ouvrage Populicide, l'entrepreneur, le créateur. Et il y a un entrepreneur créateur qui dérange, visiblement. Il s'appelle Bernard Arnault. Il a été la cible d'un grand reportage par un média, peut-être demain labellisé de confiance, France Télévisions et France 2, Cache Investigation, jeudi soir, 2h30. Alors certains expliquent que c'est un reportage à charge mené par des procureurs journalistes. Et vous avez puisé dans vos archives, vous êtes tombé sur cet article de Ouest France qui date de 98. La maroquinerie de luxe s'implante dans l'Ouest. Vendée, Vuitton veut créer 270 emplois avec cette photo de Bernard Arnault. Pourquoi souhaitez-vous revenir sur ce reportage de Cache Investigation et nous parler de Bernard Arnault ce soir? Oui, alors, Cache Investigation. Comme le nom l'indique, ce sont des policiers journalistes qui font de l'investigation. Bon. C'est totalement bidon. Et leur principe, comme le disait Paul Amar tout à l'heure de manière brillante, c'est le lynchage. Le lynchage de tout ce qui marche. Le lynchage de tout ce qui réussit. Donc on a eu le complément d'enquête sur le Puy du Fou, complément d'enquête sur CNews, complément et maintenant Cache Investigation sur Bernard Arnault. Voilà, il faut le détruire. Pourquoi? Parce qu'en fait, on détruit tout ce qui s'apparente à un modèle. On veut l'anti-héros, celui qui détruit. Je suis l'esprit qui toujours nie. Et Bernard Arnault, c'est qui? C'est quelqu'un qui est le premier contributeur de France sur le plan fiscal, qui a créé des milliers et des milliers d'emplois. Je crois qu'il y a 200 000 emplois aujourd'hui dans le groupe. Et il se trouve que je le connais bien. Et depuis longtemps. Je le connais depuis 40 ans. Moi, je l'ai connu. J'ai connu le Bernard Arnault, le jeune polytechnicien, qui n'avait rien. Et qui a pris des risques considérables. Il aurait pu tout perdre. À plusieurs reprises, à 10 reprises au moins. Et il a réussi. Pourquoi? Parce qu'il est plus intelligent que tout le monde. Il a une case en plus, c'est tout. C'est un homme qui a un sens de l'anticipation que seuls ont les grands capitaines d'industrie. Et je vais vous raconter une anecdote qui en dit long sur Bernard Arnault. Un jour, je dis à mes collaborateurs, au Conseil général de la Vendée, Jean-François Dejean, Bruno Retailleau, ce sont des noms connus maintenant. Je leur dis, on est en train de vivre les affres de la mondialisation prévue par Jimmy Goldsmith. C'est-à-dire la mondialisation va tout saccager. Tous les métiers traditionnels. Or, chez nous, dans la Vendée choltaise, les métiers traditionnels, c'était le textile, c'était la chaussure, c'était le cuir. Des tanneurs de la Sèvre, etc. On était en train de tout perdre, donc j'étais en panique.
j'appelle Bernard Arnault. Et je lui dis, voilà, on est en train de créer, avec un ami qui s'appelle Jérôme Barrier, le célèbre directeur général de Vendée Expansion, qui a eu l'idée de créer des vendéopoles à chaque sortie d'autoroute. Des parcs tertiaires pour faire venir un développement exogène qui vient se greffer sur le développement endogène. Et là, je me dis, et si Bernard Arnault venait au vendéopole des Essarts, à la sortie autoroutière des Essarts. Et je lui dis, voilà, on est dans la panade, tous les métiers du textile, de la chaussure, du cuir sont en train de mourir. Or là, on a des couturières de très haut niveau, on a vraiment le nec plus ultra de la couture, du cuir et de la chaussure. Il dit, ok, je viens. Il est venu, il a fait une reconnaissance, il dit, je viens. Je prends le pari, je viens. Et ça a commencé par 200... Maintenant, il y a 900 emplois. Et ça marche, le feu de Dieu. Voilà. En d'autres termes, Bernard Arnault, qu'est-ce qu'il a fait en France? Il a pris 280 savoir-faire et il les a fait rayonner, il les a sauvés. Voilà. Et donc, moi, je ne veux pas qu'on s'en prenne à des gens qui sont des créateurs de valeurs à travers la création de valeurs ajoutées. Les valeurs françaises, les valeurs de l'oblation, les valeurs de la charité. Bernard Arnault, il a quand même donné 200 millions d'euros pour Notre-Dame de Paris. Vous savez ce qu'il faudrait faire, en fait? C'est une idée que je lance à mon ami breton, qui est à l'origine de tout ça, qui est lui aussi un grand capitaine d'industrie. Il faudrait créer une émission, le contre-complément d'enquête. Ça s'appellerait complément de modèle. Parce qu'en fait, les gens, ils regardent complément d'enquête, c'est-à-dire les anti-modèles. On démolit les modèles. C'est une entreprise de démolition, le service public de France Télévisions, qui, entre parenthèses, perd 80 millions d'euros. Alors, je comprends que ça les fascine, Bernard Arnault. Parce qu'il y en a un qui gagne de l'argent, qui fait gagner de l'argent au pays, et une autre. Donc, Arnault, Ernotte, c'est pas du tout pareil. Hein. Ernotte, elle perd de l'argent, et avec des frais de représentation, des voitures de fonction, etc. Il faut voir ce qui est en train de se produire avec la commission d'enquête. Vous savez ce qui se passe à France Télévisions en ce moment, là? Dans le bureau de Mme Ernotte, ils sont tous réunis et ils pétochent. Philippe de Villiers, parlons de la liberté de la presse, la liberté d'expression. On en a parlé la semaine dernière, et puis pendant une semaine, ça a été le branle-bas de combat. À tel point que l'Élysée vous a en quelque sorte répondu dans un message. Je rappelle les faits, le souhait du président de la République, qu'il y ait la création d'une sorte de label des médias qui seraient dignes de confiance ou non. Je voudrais qu'on revoie, avant de voir la séquence de l'Élysée, par exemple, un média digne de confiance. RTL, c'est digne de confiance tout de même. Bon. Souligner s'ils sont dignes de confiance, Emmanuel Macron favorable à une labellisation des sites d'information, c'était le 19 novembre dernier. Pour garantir l'indépendance du dispositif, le président souhaite que ce label soit attribué par des professionnels des médias. Il a notamment cité le Journalism Trust Initiative, une démarche portée par des Reporters sans frontières. Reporters sans frontières est déjà soutenue dans le cadre des États généraux de l'information en 2024. C'était la même infographie qu'on avait présentée la semaine dernière. On va revenir en long sur ce dossier-là. Je vous propose qu'on revoie quand même la séquence de l'Élysée. Allez, voilà. Qui vous a répondu, Philippe. Formidable. Ouais. Bah, vous allez... Ouais. On ne l'a pas vécu ensemble. Ouais. On va se tenir les mains. La main. Allez, on s'accroche et on regarde le tweet de l'Élysée. Emmanuel Macron envisage un label pour les médias. Il y aurait les bons médias et les moins bons. Comment ne pas voir dans cette initiative une tentation autoritaire d'un président mécontent du traitement médiatique et qui souhaite imposer un récit unique? Je propose un nom pour ce nouveau service de communication, la Pravda. Jamais la menace totalitaire n'a été aussi présente, aussi probable depuis la peste brune et la peste rouge qu'avec la Macronie finissante.
c'est pas l'État qui doit vérifier. Si c'est l'État qui doit vérifier, là, ça devient une dictature. Mais il faut que les journalistes garantissent à leurs lecteurs qu'eux ont vérifié avec une déontologie, donc ils sont les garants entre eux. Je pense que c'est important qu'il y ait une labellisation faite par des professionnels qui puissent dire, ça, c'est des gens qui sont sérieux, ça, c'est pas des gens qui informent. Geoffroy Lejeune. Vous n'êtes pas souvent dans les clips de l'Élysée, Philippe. Ça arrive assez rarement. Qu'est-ce que vous en avez pensé de celui-là? C'est un geek. Vous savez ce que c'est qu'un geek? Non, je ne sais pas ce que c'est un geek. Oh, c'est un jeune homme qui s'amuse comme ça et qui joue webmaster. Vous savez ce que c'est un webmaster? Voilà. Et donc, vous êtes 2.0 maintenant. Donc déjà, on a un président de la République qui est polyvalent. Parce que à ces moments perdus, il n'y a pas que Carlito, il fait le geek. Bon, les jeunes qui connaissent ce mot comprennent ce que ça veut dire. Bon. Alors maintenant, je vais être très sérieux. Je pense que il est sorti de sa fonction en commettant 2 fautes. La première, c'est la jactance, le bavardage numérique, le manquement à la règle de l'éloquence contenue quand on est dans cette fonction. Ce que les anciens appelaient imperatoria brevitas, la brièveté impériale. Le chef est laconique, mystérieux. Et la deuxième faute, c'est la vindicte. On a l'impression de voir un Ludion qui se mue en tireur d'élite, sniper, dans une embrasure du faubourg Saint-Honoré, et avec son fusil à lunettes, il vise CNews et quelques incarnations, comme on dit, à CNews. C'est pas de son niveau. Et surtout, ça montre, en fait, non seulement qu'il ne supporte pas les critiques, ce qui est embêtant dans cette fonction, mais surtout la fébrilité. Parce que le doigt du geek est le même doigt qui peut appuyer sur le bouton nucléaire. Mais je vais plus loin. En regardant ce tweet, j'ai pensé à Chigaliov. Chigaliov, c'est le personnage central des Possédés de Dostoïevski, le célèbre roman de Dostoïevski. Et Chigaliov, il définit la doctrine de l'asservissement du peuple, considéré comme le seul moyen de faire son bien. Et Chigaliov, il dit ceci, je cite de mémoire. C'est une phrase qui m'a beaucoup frappé. J'ai voulu proposer mon système, mon propre système d'organisation monde. Je suis parti de l'amitié générale et je suis arrivé au despotisme illimité. Je suis parti de la liberté illimitée, je suis arrivé au despotisme illimité. C'est-à-dire que, avec mon système d'organisation monde, 1/10 de l'humanité impose le despotisme autoritaire aux 9/10 restants. C'est la parabole du label, sur laquelle je souhaiterais d'ailleurs revenir, si vous en êtes d'accord. C'est la parabole du label, c'est Chigaliov. Et il y a même un journaliste et un romancier, je crois, qui ont parlé du chigaliovisme. Voilà. On a à nouveau Chigaliov qui conçoit un système qui est exactement celui du roman des Possédés de Dostoïevski. On parle de liberté illimitée et puis on pratique le despotisme illimité. Alors, je voudrais qu'on réécoute Emmanuel Macron, c'était le 19 novembre dernier, où il évoquait justement cette idée de labellisation. C'est un sujet que nous avons traité. Vous avez été l'un des premiers à en parler la semaine dernière d'ailleurs. Et nous avions déjà diffusé cette séquence, mais je vous propose de la réécouter.
On doit distinguer les réseaux et les sites qui font de l'argent avec de la pub personnalisée et les réseaux, les sites d'information. C'est qu'on va tout faire pour que soit mis en place un label. C'est pas à l'État de dire, parce qu'il faut faire attention. C'est pas le gouvernement ou l'État qui peut dire ceci est une information, ceci n'en est pas. On n'a pas non plus envie de tomber là-dedans, parce que c'est pas ça une démocratie. Ça devient assez rapidement, sinon, une autocratie. C'est pas moi qui dis tous les matins l'information de la Voix du Nord est bonne ou pas bonne. On reviendrait en arrière de 10 cases. Par contre, je pense que c'est important qu'il y ait une labellisation faite par des professionnels qui puissent dire ceci correspond à la déontologie de gens qui manipulent de l'information. C'est une matière dangereuse, en fait, l'information. Et donc, il y a des règles déontologiques. Reporters sans frontières a mis en place, avec plusieurs autres partenaires, une telle initiative, justement, sur démocratie et information, qui a proposé justement ce type de label. Les États généraux de l'information ont consolidé cela. Donc là, il y a un projet qui avance. La PQR, d'ailleurs, s'est beaucoup engagée sur ce projet. La presse quotidienne régionale, pardon, et la presse hebdomadaire régionale, pour dire on doit avoir un processus de labellisation fait par les professionnels. Geoffroy Lejeune. Alors Philippe, le projet d'Emmanuel Macron est assez clairement énoncé là. Pourquoi est-ce que vous avez parlé de ministère de la vérité? C'est vrai qu'il y a 15 jours, on a parlé du ministère de la vérité. Alors en fait, j'ai reçu des lettres de téléspectateurs qui disent « Mais nous, on ne sait pas qu'est-ce que c'est votre ministère de la vérité ?» Alors j'explique en 2 mots pourquoi on a utilisé ce mot-là. Alors, ministère de la vérité, c'est une institution majeure du régime totalitaire qui s'appelle Océania, tel qu'il est décrit dans le fameux roman de fiction, donc 1984, qui est paru d'ailleurs l'année de ma naissance, en 1949. Et le ministère de la vérité n'a pas pour vocation de dire la vérité, il a pour vocation de fabriquer la vérité. C'est-à-dire qu'il réécrit les journaux, il réécrit les statistiques, il réécrit les archives, parce que la question centrale pour le ministère de la vérité, c'est le contrôle du peuple. Et donc, quand vous contrôlez les mots et les chiffres, vous contrôlez ce que pense le peuple, c'est-à-dire la manière dont le peuple croit avoir vu, avoir su, avoir vécu. Et donc le ministère de la vérité, c'est la maîtrise absolue du récit collectif, c'est la destruction de toute mémoire indépendante. Et en réalité, vous le comprenez, ce ministère de la vérité, c'est en réalité le ministère du mensonge et de la propagande. D'ailleurs, dans le roman d'Orwell, le ministère de la vérité affiche sur les façades 3 aphorismes. Vous les connaissez, mais beaucoup de gens ne les connaissent pas, je les répète. Le premier, c'est « La paix, c'est la guerre ». Suivez mon regard. Le deuxième, c'est « L'esclavage, c'est la liberté ». Et le troisième, c'est « L'ignorance, c'est la force ». Et voici que cette fiction littéraire qu'on croyait contenue dans la littérature sort de la littérature et d'un pas timide arrive jusqu'à nous depuis Arras, 19 novembre dernier. Et spécialement dans ce tweet qui en fait incarne les premiers pas du ministère de la vérité. Pourquoi ? Parce que ce qu'on vient de voir, la déclaration de notre président, Dick, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il veut installer un filtre. Alors il pense à Reporters sans frontières, bien connu de nos services. Les états généraux de l'information, etc. On le connaît. Ils sont repérés par la patrouille. Et un filtre. Qu'est-ce que ça veut dire ? Un filtre pour filtrer la bonne information, la mauvaise information. Vous vous rendez compte où on en est en France aujourd'hui, en 2025. La bonne information, c'est celle qui peut aller jusqu'aux oreilles du public, parce qu'elle est conforme à l'idéologie dominante. Et la mauvaise information, c'est celle, évidemment, des mauvais médias
du camp du mal. Et donc la bonne information, le bon filtre, c'est le camp du bien qui filtre les bonnes informations, celles qui sont livrables, et les mauvaises informations qui restent au fond. Vous savez, quand j'étais petit, j'avais un ami paysan qui disait l'histoire, c'est toute l'histoire. Faut pas faire pour l'histoire ce qu'on fait quand on trie la mojette. Parce que quand on triait la mojette, quand j'étais petit, on triait pour garder les petits cailloux de côté pour pas qu'on mange les petits cailloux. Bon. Et donc là, c'est pareil. Là, il y a les petits cailloux de CNews, les petits cailloux dans la chaussure. Et donc, on trie. Bon. Et alors, pour trier, évidemment, il y a des gens qui sont habilités à faire le tri. Ah, et les gens qui sont habilités à faire le tri, ils ont un label. Et donc la labellisation consiste à donner à des médias une habilitation, on dirait une accréditation, pour pouvoir filtrer. Voilà. Et Orwell, en fait, je crois dans sa conclusion, je crois me souvenir, disait une chose, il y aura une ivresse croissante du pouvoir, le pouvoir écrasera l'ennemi impuissant, et si vous voulez savoir de quoi est fait l'avenir, imaginez une botte qui piétine un visage humain éternellement. George Orwell. Alors vendredi, Philippe de Villiers, vous avez déclaré vendredi dernier « Jamais la menace totalitaire n'a été aussi présente, aussi probable depuis la peste brune et la peste rouge qu'avec la Macronie finissante ». Peut-être serait-il utile que vous développiez cette allégation, vu qu'elle a fait l'objet d'un large écho, et notamment dans ce fameux tweet présidentiel. Oui, vous avez entendu le cœur des vierges. Oh là là, la peste rouge, la peste brune. Ben, je vais expliquer. En fait, la peste brune, pour ceux qui ne savent pas, c'est la couleur des chemises des SA dans le nazisme. Et la peste rouge, c'est le communisme. 100 millions de morts. Enfin, le point commun des régimes totalitaires, c'est qu'elles ne se contentent pas de limiter la liberté, elles cherchent à l'absorber. Et quand on prend de la hauteur, qu'on regarde les régimes totalitaires qui nous ont précédés, on voit qu'il y a 4 méthodes. Première méthode, la monopolisation des canaux d'information. Pour qu'on laisse le moins de place possible à la parole alternative. Par exemple, on crée un service public à 4 milliards d'euros qui laisse peu de place aux médias alternatifs. Par exemple, Europe 1 a 340 émetteurs, pendant que France Inter en a 600, France Culture 500, etc. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une grande partie de la population française qui ne peut pas entendre Europe 1. Donc c'est facile de triompher quand vous avez 2 fois plus d'émetteurs. Mais surtout, ce que vous ne savez peut-être pas, mais je vais l'apprendre à beaucoup de Français, quand il y a une fréquence qui est libre et que Europe 1 se porte candidat, ben, c'est pas possible parce que c'est préempté, il y a un droit de préemption, c'est la loi, un droit de préemption pour le service public. Donc la monopolisation des canaux d'information, c'est la première caractéristique des régimes autoritaires ou totalitaires. La deuxième caractéristique, elle est plus subtile, consiste à confier à un ordre corporatif le soin de donner les agréments. Mais bien entendu, vous suivez mon regard. Solzhenitsyn, quand il est venu chez moi, je me souviens très bien, un matin, devant son thé, là, et il me raconte, je lui dis, mais qui, en fait, qui vous a dénoncé? Il me dit, l'Union des écrivains. Ah bon. C'est-à-dire qu'en fait, chez les soviétiques,
C'était l'Union des écrivains qui faisait le boulot. Et là, je me souviens qu'il avait eu un mot magnifique. Il dit, c'est l'univers du mensonge, Philippe. Je dis, ah bon, et alors? Il dit, voilà, nous savons qu'ils nous mentent. Ils savent que nous savons qu'ils nous mentent. Nous savons qu'ils savent que nous savons qu'ils nous mentent, mais ils persistent à mentir. Juvénal, l'historien romain, disait « Qui gardera les gardiens ?» Les gardiens de la Révolution, les gardiens du Temple. Donc, l'ordre corporatif, c'est vieux comme le monde. Troisième méthode, c'est la judiciarisation, avec ce qu'on appelle des infractions élastiques, qui sont faites pour intimider. Par exemple, vous avez vu la condamnation d'Éric Zemmour par la Cour de cassation, ça va en intimider beaucoup, avant de parler des mineurs isolés, vous voyez. Et d'ailleurs, Hannah Arendt disait, on fait de vous soit un déviant, soit un démon, soit un délinquant, les 3D. C'est selon. Et enfin et surtout, et vous allez retrouver une de nos conversations récentes, c'est l'autosurveillance. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous commencez à craindre de sortir du périmètre sanitaire, que vous êtes journaliste par exemple, c'est le sas prémonitoire, le sas préparatoire à l'avachissement des consciences et à l'éclipse de la liberté. Et en cet instant, je songe à une phrase de Bernanos qui dit « La menace pour la liberté, c'est pas de la perdre. Parce que quand on la perd, on peut la reconquérir. La vraie menace pour la liberté, c'est qu'on désapprenne de l'aimer et qu'on ne sait même plus ce qu'elle est. » Alors la question qu'on se pose aussi, c'est ce projet de labellisation, Philippe de Villiers, est-ce que c'est un acte isolé ou est-ce que c'est une parenthèse sans suite ou ça intervient dans un ensemble plus large et peut-être au niveau européen? Qu'en pensez-vous? Alors, cette question elle est importante parce que beaucoup de gens ont dit, y compris sur CNews, avec candeur, « Ah oui, mais ça passera jamais mais c'est en train de passer. Pourquoi? Alors, on revient au 19 novembre à Arras. Et je développe ce point capital, qui va être un point très neuf pour beaucoup de gens qui nous écoutent. Il y a de quoi être atterré. Le 19 novembre à Arras, il dit attention, la menace majeure de notre temps pour la liberté d'expression, c'est la désinformation. Et donc, il faut un sas, il faut un agrément, etc. Bon. Une autorité, une sorte de super ARCOM. L'ARCOM ayant donné satisfaction, on va faire un super ARCOM. Voilà. Mais en réalité, ce projet s'inscrit dans un dispositif européen liberticide que je vais qualifier. En fait, c'est un nœud coulant numérique à 4 boucles autour de nos libertés fondamentales. 4 boucles. La première boucle, c'est la DSA, la directive pour les services numériques, Digital Service Act. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'avec cette décision, le DSA, on pourra pousser des contenus labellisés et on pourra écarter des contenus qui ne sont pas labellisés, les reléguer. Et les gouvernements pourront, au nom de la lutte contre la haine, de la désinformation, demander aux plateformes, exiger des plateformes qu'elles éliminent, je cite, les paroles non conformes, les messages non conformes. Non conformes.
Donc en fait, toute forme de dissidence sera traquée. Ça, c'est la première boucle. Digital Service Act. Ça y est, ça roule. Les députés votent, hein, tous, les députés européens. C'est incroyable parce que quand vous êtes député européen, il y a une sorte de dénutrition de l'être intérieur. Vous devenez européiste sans le vouloir. Et vous votez tout au nom de la protection de l'enfance, etc. Les gens, il n'y a plus de cerveau, quoi. Bon, on devient l'ombre portée de l'impératrice de la norme, Madame von der Leyen. Alors deuxièmement, parlons-en. Deuxième boucle, c'est le portefeuille d'identité numérique. Vous ne serez plus un citoyen, vous serez un QR code en liberté conditionnelle. C'est-à-dire que le portefeuille d'identité numérique est la clé de voûte d'un pilotage généralisé des corps et des comportements. Pourquoi ? Parce que vous serez fiché, parce que vous serez noté, parce que vous serez géolocalisé, que vous serez un profil algorithmique, que vous serez un flux de données. Vous n'aurez plus de vie privée, vous aurez une carte de crédit social et vous répondrez à des choix prévalidés. Troisième boucle, chat contrôle. Chat contrôle, c'est la fin des correspondances privées. Toute correspondance privée sera scannée, analysée, contrôlée, sans aucun mandat judiciaire et sans qu'il y ait la moindre suspicion. Donc en fait, c'est la surveillance de masse généralisée. Et enfin, il y a la labellisation qui est prévue partout en Europe. La labellisation avec le référencement sur Google des médias ou des contenus labellisés. En réalité, et je ne parle pas de l'euro numérique, c'est la fin de l'argent liquide. Et l'euro numérique, ça veut dire qu'en fait, vous êtes suivi à la trace. Un achat, c'est un acte de confiance et n'importe quelle transaction peut vous dénoncer. Parce qu'avec l'euro numérique, la Banque centrale sait tout sur vous. Par exemple, vous avez acheté 3 livres de Philippe de Villiers, vous avez acheté le dernier livre de Michel Onfray, vous ne pouvez pas acheter un second. Et avec l'euro numérique et le permis, etc., on peut vous couper les vivres. Vous voyez ? C'est-à-dire, on peut faire de vous non pas un demi-citoyen, mais un non-citoyen. Voilà. Et donc, nous sommes devant une architecture d'ensemble inspirée par la Chine et qui est une architecture de notation sociale où les citoyens à risque seront repérés, scannés et exclus. Donc c'est un système totalitaire qui est en train de se mettre en place. Qui en parle ? C'est pour ça que vous prenez la parole, une parole libre évidemment sur ce plateau. Mais pour les téléspectateurs qui peuvent être inquiets, c'est une hypothèse. Ça n'a pas encore été voté, tout ce que vous dites, Philippe de Villiers. Ah, tout ça est en cours. Hein. Tout ça est voté ou en cours. C'est des projets. Je comprends que vous ayez peur pour l'Arcom, là. Mais, vous trouvez que j'ai l'air d'avoir peur ? Oui. Mais c'est normal, c'est neuf. Oui. Saint-Arcom qui veille sur nous. Non, mais les gens qui parlent de la labellisation, c'est une roue crantée qui roule sur elle-même. Mais, donc, chacun reprend ce que l'autre a dit avant. Mais moi, j'essaye de faire un peu de neuf pour dire voilà où on va. Sinon, je reste en Vendée. C'est bien pour ça que l'émission fonctionne. Philippe de Villiers, vous parlez d'un nouveau clivage à travers cette labellisation et cette idée de labellisation des médias. Lequel, selon vous, quel est ce nouveau clivage ? Alors ça, c'est très important. Là aussi, je vais dire des choses qui sont un peu neuves. Emmanuel Macron, le 19 novembre, pour ceux qui ne me croiraient pas, vous allez sur viepublique.fr, vous avez le discours. Il a cette phrase extraordinaire. Il faut collectivement rééduquer la société. Ce que vous m'avez bien entendu. Pour les gens qui ont un peu de culture historique, rééduquer la société. Mais il y en a qui l'ont fait, les Khmers rouges. Ils ont rééduqué, il y avait même des camps pour ça.
Et son ami Xi Jinping, là, le chinois, il sait ce que c'est que la rééducation. Son ancêtre spirituel, Mao, l'a fait. Tous les régimes totalitaires, ils font de la rééducation de la société, comme si c'était à la société d'éduquer. Non, c'est la famille qui éduque. Et la société, elle instruit. C'est tout ce qu'elle peut faire, à travers l'État, éventuellement. Rééduquer la société. Là, quand j'ai lu ça, je suis tombé de l'armoire. Je me suis dit, là, où il est, là. Et en fait, je me suis dit, au fond, il y a une sorte de grande convergence entre la Chine et l'Occident, à l'abri du capitalisme de surveillance de Davos. Et cette grande convergence met en place un système qui, sous nos yeux incrédules, est en train de verrouiller nos libertés. En effet, nous sommes devant une offensive post-civilisationnelle, avec la doctrine Harari, la classe inutile, le populicide anthropologique, dont j'ai parlé dans mon livre, Populicide, et les cyborgs, c'est-à-dire qu'en fait, l'ancien clivage du monde ancien est en train de mourir. L'ancien clivage, c'est la droite et la gauche, ou même souverainiste mondialiste. C'est fini. Il y a pire que ça devant nous. C'est le clivage très bien décrit par l'académicienne Chantal Delsol, une femme remarquable, qui est le clivage suivant, les transhumanistes qu'elle appelle les démiurges et les bioconservateurs qu'elle appelle les jardiniers. Les démiurges sont ceux qui veulent recommencer l'humanité, qui veulent augmenter l'homme, qui veulent le fusionner avec la machine, qui veulent faire sauter toutes les barrières biologiques, la mort, la procréation, le sexe, après avoir fait sauter toutes les autres frontières de la société, et surtout qui voient la nature comme une erreur à corriger par la technologie. Et en face des démiurges, des transhumanistes, qui sont de plus en plus puissants, la doctrine Harari, il y a les bioconservateurs, de plus en plus isolés, qui, eux, acceptent la condition humaine, qui se considèrent comme des héritiers, qui veulent cultiver la nature plutôt que de chercher à la trafiquer, et qui finalement sont les résistants à ce nouvel ordre techno-liberticide. Voilà le nouveau clivage. Philippe de Villiers, en découvrant la déclaration et la note de l'administration Trump, je me suis demandé si vous ne lui avez pas envoyé Populicide. Pourquoi je vous dis ça ? Donald Trump alerte l'Europe sur l'effacement civilisationnel. Face au risque d'effacement civilisationnel, Donald Trump veut mettre fin aux immigrations de masse. C'est la nouvelle version d'un document élaboré périodiquement par la Maison-Blanche qui recense les enjeux de sécurité intérieure pour le pays, pour les États-Unis, et la façon dont l'administration compte y répondre. Vous voyez cet article de William Molinier et du Figaro. Et à travers ce document, il y a toute une question sur que peut-il se passer à l'avenir, et notamment sur la question européenne. Et il voit dans le vieux continent un risque probable, si mes souvenirs sont bons, d'un effacement civilisationnel. Et naturellement, j'ai fait le lien avec Populicide. Effacement civilisationnel. Le mot est juste, mais il est terrible. En fait, qu'est-ce qui nous arrive ? Alors, j'ai vu ce papier cet après-midi, vous m'avez alerté, j'ai lu ce qu'a dit Trump, sans doute sous l'influence de Vance. Et voilà, et je voudrais vous dire le fond de mon cœur. C'est pourquoi j'ai écrit ce livre, Populicide. Parce que j'ai senti cet effacement civilisationnel. L'Europe est peut-être en train de mourir.
Vous savez, à la sortie de l'enterrement de François Léotard, il y a 2 ans, il y avait le Cornu, qui était là d'ailleurs, en tant que ministre de la Défense, aux Invalides, et Hélène Carrère-Dancos, qui était une amie personnelle, que j'aimais beaucoup. Et on a parlé, et elle m'a dit, je pense, Philippe, que le moment de l'Occident est passé. Ça m'a beaucoup marqué. Et je repense à cette citation d'Hélène Carrère-Dancos en écoutant Trump. Effacement civilisationnel. En fait, je ne sais plus quel écrivain a dit la civilisation, c'est les cariatides de l'érectéon. Les 4 cariatides qui sont devant. C'est une image, mais elle est juste. La première cariatide, le premier pilier, c'est la frontière. Dans l'histoire de l'humanité, comme je le montre dans mon livre, ainsi que meurent les peuples, un peuple qui se met à ignorer sa frontière, Régis Debray l'a très bien dit, éloge de la frontière, un peuple qui perd ses contours et ses compteurs. Un peuple qui se met à ignorer sa frontière, il meurt. Il y a une chose très frappante avec les Romains, quand, après l'édit de Caracalla, ils confient le limes, la protection du limes, aux barbares. Ce qui fait dire à Synésios de Cyrène, voilà qu'on fait une expérience nouvelle, on confie aux loups le soin de garder le troupeau à la place des chiens. Bon. Et donc, nous, pas de frontières. Ça s'appelle l'espace sans frontières, l'Europe. Premier pilier, première cariatide. Deuxième cariatide, la natalité. Pour la première année dans notre histoire, cette année, les naissances sont moins nombreuses que les décès. Et ça va plus loin. En fait, dans toute société vivace, vivante, dynamique, il y a la préférence pour la vie. Nous, on a choisi la préférence pour la mort. Regardez les derniers débats. C'était les retraites et l'euthanasie. C'est-à-dire qu'en fait, on a évacué le serment d'Hippocrate, on a fait la préférence pour la mort plutôt que pour la vie. Avortement constitutionnel, euthanasie, etc. Allons-y. Le sociétal. La reconversion de la gauche et de la droite. Ils ne savent plus parler que du sociétal. Là. Mais le sociétal, c'est la préférence pour la mort. Comme dit très bien Houellebecq, qu'est-ce qui caractérise aujourd'hui la société française, la société européenne? C'est le nihilisme d'État. L'hédonisme consumériste. Et le nihilisme d'État. La troisième cariatide, c'est la souveraineté. Donc on a largué notre souveraineté, on l'a transférée. Et les Français qui nous regardent, je voudrais leur dire, mais réfléchissez, prenez de la hauteur, réfléchissez, regardez, constatez le Mercosur. Ben voilà, quand vous êtes plus souverain, vous avez que vos yeux pour pleurer et vous réclamez une clause de sauvegarde. Oui, on va vous donner la clause de sauvegarde. Ça veut dire que vous n'avez plus le droit de veto. Vous êtes plus souverain. Eh oui. Ensuite, le marché de l'électricité qui tue tous nos artisans. Eh, vous êtes plus souverain, ça ne dépend plus de nous. C'est l'Europe. Le pacte vert, ça ne dépend plus de nous. Et Xi Jinping, il a bien reçu Macron. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est notre fournisseur en panneaux photovoltaïques, etc. Il dit continuez le pacte vert, c'est vachement bien. Il faut lutter contre le CO2. Et Macron dit l'amitié chinoise. Voilà. Et puis maintenant, le marché unique de la défense, c'est la fin de l'industrie française, de l'industrie nationale. Et on peut continuer comme ça. Et en plus, on pèse 15 milliards net par an pour permettre aux Ukrainiens de s'acheter des armes pour continuer cette guerre absurde. Etc., etc. Et puis, enfin, la dernière cariatide, c'est peut-être la plus importante, c'est l'identité. Dans mon livre, on pourrait penser que c'est un terme pédant, mais la racine grecque est là pour nous dire que non, c'est pas un terme pédant, l'oikophobie.
On vit dans l'oikophobie. Oikos, le domicile, la maison. Or, aujourd'hui, les Français ne savent plus où ils habitent. C'est-à-dire qu'on a perdu le récit fondateur. Toutes les sociétés obéissent à la même loi. Dès qu'elles ont perdu le goût, le sens de leur raison d'être, elles se démolissent de leurs propres mains. Voilà. Et donc, l'effacement civilisationnel, je le crains. Cette Europe-là, elle est en train de crever et de nous faire crever. Et donc, il faut faire autre chose, tout de suite. Il faut faire la grande Europe des nations, une Europe de la coopération et qui retrouve la préférence étrangère. C'est drôle, cet après-midi, je regardais CNews avant de venir et j'ai vu que Macron a parlé de la préférence communautaire, la préférence européenne pour, je ne sais plus quoi, l'industrie, etc. Mais la préférence européenne, elle existait jusqu'en 1992. C'était même le fondement de l'Europe. C'est ce qui a fait que De Gaulle a dit « Ok, je reste dans le marché commun à condition qu'on garde le tarif extérieur commun ». Il y avait une préférence européenne. Et à de nombreuses reprises, Marcel Dassault et Serge Dassault ont réclamé le respect de la préférence européenne. Ça veut dire quoi, la préférence européenne? Ça veut dire, si tu veux des hélicoptères, toi, Polonais, t'achètes mes hélicoptères à moi ou ceux du voisin, mais en Europe. Vous arrêtez d'acheter les F-16 et les F-35 américains. C'est ça la préférence européenne. La préférence européenne, c'est qu'au lieu d'aller chercher les poulets ukrainiens qui ne sont pas dans l'Europe, vous allez manger le poulet français, d'abord. Et une fois qu'on aura épuisé le miel français, peut-être qu'on ira chercher le miel australien. Voilà. Et donc, l'Europe, en fait, c'était cette promesse-là. Cette promesse, elle a été trahie. Maintenant, c'est un marché de masse avec une communauté qui n'a jamais eu de ressort de puissance et qui avait un fédérateur extérieur qui est en train de nous lâcher, qui s'appelle l'Amérique. Donc réveillez-vous. Il faut sortir de cette Europe-là pour faire autre chose, sinon on va crever. On va tous crever. Philippe, il nous reste 4 minutes 30 très précisément. On aurait pu parler de l'agriculture, mais vous l'avez abordé. On aurait pu parler justement de l'Europe de la défense, mais vous l'avez également abordé à travers l'effacement civilisationnel. Le 4 décembre, vous vouliez revenir sur le 4 décembre et la mort de Richelieu. Pourquoi ? Parce que c'est l'anniversaire, le 4 décembre, de la mort de Richelieu. Et en quelques minutes, vraiment très rapidement, Philippe de Villiers, je sais que vous arrivez à jouer avec la synthèse. Vous êtes un homme de synthèse. Le cardinal Richelieu, en quoi était-il un modèle d'homme d'État ? Et d'ailleurs, on pose la question, c'est le penseur de la raison d'État. Qu'est-ce que la raison d'État en 3 minutes 40 ? Alors, c'est simple. Il a laissé un testament qui s'appelle le testament politique. Et dans le testament politique, il y a des perles. Par exemple, l'homme d'État, je réponds à votre question, l'homme d'État est comme le lion, il dort les yeux ouverts. Ça veut dire que la première préoccupation du lion, c'est la sécurité. Et donc, la mission de l'homme politique, elle est sacrificielle. Deuxièmement, la raison d'État, pour reprendre votre expression, la raison d'État, ça veut dire qu'il dit tant de gens se sauveraient comme personnes privées qui se damnent comme personnes publiques. Pourquoi ? Parce que la raison d'État, c'est une morale d'essence supérieure. Ce n'est pas l'addition des intérêts privés, c'est le service de l'intérêt supérieur, de l'intérêt général. Troisième, si je n'ai pas épuisé mes 3 minutes, troisième expression, le visionnaire. C'est quoi le visionnaire ? Pour Richelieu, il faut gagner la rive comme les rameurs en lui tournant le dos. Ça veut dire on ne s'occupe pas des mascarés du courant, on ne s'occupe pas de la tactique, on s'occupe de la stratégie. Et ensuite, il parle de la toge et de l'hermine. Et en fait, c'est Anne d'Autriche qui explique au jeune Louis XIV, voilà la phrase de Richelieu, méditez-la. Richelieu dit à propos du Parlement des juges, il faut le laisser somnoler, il ne faut pas toucher à la grosse bête, ne pas la réveiller. Il avait vu juste sur les juges. Pourquoi ? Parce que selon Richelieu, les juges, il faut s'en méfier parce qu'ils peuvent prendre le pouvoir. Et enfin, la perle, dans les 3 minutes, le peuple français. Il dit, les Français sont si légers qu'ils inclinent à l'esprit de l'inote qui les plonge dans une impasse. Mais les Français sont si légers que par leur légèreté même,
il se retire de l'impasse dans laquelle l'esprit de Linotte les avait plongés. Mission accomplie pour Philippe de Villiers. Merci, cher Philippe de Villiers. C'était un plaisir d'être avec vous. Je rappelle le rendez-vous de lundi soir. Sonia Mabrouk, Laurence Ferrari, et donc vous serez leur invité. La France en face, c'est un nom absolument formidable quand même, la France en face, pour un rendez-vous donc sur CNews et sur Europe 1, 21h, 22h. Elles n'ont pas peur, elles, hein, je peux vous le dire, Philippe de Villiers. Faites attention. Tremblez, vous tremblez.